Bonjour chers internautes, bienvenue sur ma chaîne Matrix Diabolicum. Alors, aujourd'hui je vais aborder le thème de la conscience. Quel est son rôle vis-à-vis de notre appréhension de la réalité? Est-ce qu'elle est une capacité créatrice, comme je l'ai envisagé dans mon livre? Est-ce qu'elle n'est qu'un filtre qui nous simplifie la réalité qui nous entoure? Est-ce que la conscience déjà est bien produite par le cerveau? Ou est-ce que le cerveau manifeste un phénomène extérieur au corps qu'on appellerait la conscience? Voilà, c'est les thèmes que je vais aborder. Un des chercheurs dont je vais parler, Federico Fagin, compare la conscience au pilote d'un drone, et le drone serait notre corps en fait. Alors, quand on réfléchit d'ailleurs à la définition de conscience, la première chose qui vient à l'esprit, c'est qu'on se dit, c'est la capacité à reconnaître sa propre existence, je pense donc je suis, comme disait Descartes, de parler de soi, de s'analyser en quelque sorte comme si on s'observait depuis l'extérieur, comme si on s'observait depuis une situation extérieure au corps, ce qui est un peu bizarre quand on y pense. J'ai une petite anecdote d'ailleurs sur les bizarreries de la conscience que je vais vous partager. Je ne suis pas le seul à l'avoir vécu d'après ce que j'ai pu savoir. Il m'est arrivé parfois, juste avant de m'endormir, de recevoir comme des flashs sonores, des bribes de phrases même parfois, ou des images fugaces qui n'avaient rigoureusement aucun rapport avec mes préoccupations du moment. Exactement comme si le cerveau fonctionnait comme une radio analogique qui capterait par hasard une fréquence. J'ai même eu un jour la surprise d'être réveillé par quelqu'un, enfin je dis quelqu'un parce que je ne vois pas d'autre moyen de désigner ça, qui m'a fait boum dans mon oreille, ce qui m'a immédiatement réveillé. Personne n'était là. Étrange, n'est-ce pas? Le plus bizarre, c'est que j'ai pas eu peur. Et c'est même rétrospectivement ce qui m'a fait le plus peur par la suite, c'est comment j'ai pas pu avoir peur de cette chose-là. Encore aujourd'hui, je ne me suis pas expliqué ce phénomène. Tout ça pour dire qu'il se passe dans la conscience des choses qui semblent extérieures à notre corps. Les psychiatres d'ailleurs connaissent un phénomène qui s'appelle le trouble des personnalités multiples, ce qu'on appelle la TDI, trouble de la dissociation de l'identité. Des gens agissent exactement comme s'ils étaient habités par des personnes très différentes en termes d'âge, de sexe, d'histoire, de personnalité, etc. Un phénomène qui, malgré les dénégations des psychiatres, ressemble trait pour trait à ce qu'on appelait jadis des possessions diaboliques, ni plus ni moins. On a parfois constaté même des changements physico-chimiques d'une identité à une autre. C'est-à-dire, par exemple, on avait une des identités qui souffrait de diabète, et bien le corps avait les caractéristiques physico-chimiques immédiatement de quelqu'un qui a le diabète. Extraordinaire. Ou alors une des identités qui a besoin de lunettes, eh bien, on s'est aperçu que le cristallin tout à coup de la personne physique avait été modifié, ce qui est extraordinaire. Inutile de vous dire, bien sûr, que la psychologie ou la psychiatrie est incapable d'expliquer un tel phénomène. Par ailleurs, des gens très sérieux, comme des chercheurs pour l'armée américaine dans les années 70, ont testé ce qu'on appelle des remote viewers, c'est-à-dire, en fait, des gens qui disent sortir de leur corps ou tout du moins projeter leur conscience dans un endroit très très éloigné de leur corps, voire parfois dans le passé ou dans le futur. Alors, on a par exemple le cas d'Ingo Swann, donc un monsieur qui a travaillé pour le projet Stargate. Un jour, donc c'est un artiste, cet artiste doué propose de regarder Jupiter avant que la sonde Pioneer 10 qui avait été envoyée à l'époque ne l'atteigne. Et bizarrement, Swann, donc Ingo Swann, a décrit avec précision des anneaux autour de la planète Jupiter, alors qu'on n'imaginait pas du tout qu'il y avait des anneaux autour de Jupiter. On savait pour Saturne, bien sûr, mais pas pour Jupiter. Et bien, à l'époque, les scientifiques ont validé effectivement cette observation. Alors, plus tard, donc, on s'est aperçu qu'il y avait bel et bien des anneaux autour de Jupiter, comme l'avait annoncé ce voyant. Voilà, aussi bizarre que ça puisse paraître. On a aussi, plus célèbre encore, Joseph McMoneagle, M-O-N-E-A-G-L-E, qui a visionné en fait une espèce il appellera ça un robot géant. Il dessine un bâtiment immense avec un toit coulissant
et un énorme pont roulant, une grue en fait, qui se déplaçait sur des rails circulaires. Et ce pont roulant géant était au-dessus d'une fosse dans laquelle il y avait un immense sous-marin dont les tailles étaient hors normes, et puis qui s'est révélé plus tard sur des photos satellites être réellement un sous-marin en cours de fabrication en Russie qui s'appelle le Typhoon. Et la précision de la vision était telle que la CIA a suspecté une fuite de documents internes avant de réaliser qu'il avait vu juste. Donc c'est assez extraordinaire. Alors je vais vous parler de ce qu'on appelle le panpsychisme. C'est une conception philosophique selon laquelle l'esprit est une propriété fondamentale de l'univers en fait, qu'elle est présente, que la conscience serait présente partout dans l'univers. La première fois qu'on a parlé de ce terme, c'est un philosophe italien du XVIe siècle qui l'a abordé, Francesco Patrizzi. Voilà, le mot est formé à partir de pan, pan qui veut dire le tout, l'ensemble, et psyché qui veut dire l'esprit, donc l'esprit partout baignant l'univers. Alors, pourquoi j'aborde ce thème? Parce que dans ma propre vision, pour l'instant, pas aboutie de l'univers actuel, qui est en fait, comme je l'ai déjà expliqué, un mariage entre l'eschatologie chrétienne et la théorie de la simulation, en fait, s'appuie en partie sur les visions des chercheurs sur le panpsychisme. Alors, je vous rappelle en gros ce que j'expose dans mon livre et ce que j'expose dans mes vidéos. En tant que chrétien, je postule que nous avons hérité d'une toute petite partie du pouvoir de création de Dieu. Ce que nous ignorons massivement, à part peut-être quelques initiés. Ce pouvoir de création, j'ai commencé à l'aborder donc dans une des vidéos. Je vous y renvoie, d'ailleurs dans la présentation du livre et puis dans les autres vidéos aussi, j'en parle. Puis dans l'interview avec la séance de minuit. Alors, la mécanique quantique semble postuler que la conscience, et en particulier la conscience humaine, aurait la capacité de figer littéralement la réalité. Par exemple, dans le phénomène qu'on appelle la décohérence quantique, qui consiste à ce que des ondes se transforment en particules dès qu'on les observe. Ça, vous pouvez voir sur Internet, il y a plein de vidéos intéressantes là-dessus. Et ça, certains chercheurs pensent que c'est la conscience qui cristallise en quelque sorte la réalité. Pas seulement des particules, mais la réalité tout entière. Alors, ce pouvoir de création, moi je considère qu'il a été piraté par ce qu'on appelle dans les religions du livre des démons. Voilà, ni plus ni moins. J'explique ça dans mon livre, vous irez voir et vous le trouvez sur Internet, Matrix Diabolicum. Alors, ce pouvoir de création a figé tout un univers factice, mais incroyablement réaliste, c'est-à-dire le monde dans lequel on vit actuellement. Et ça depuis donc un certain nombre de siècles. Je sais pas combien. En fait, moi j'ai pris l'hypothèse dans les livres, c'était depuis la mort du Christ, mais en fait c'est une hypothèse gratuite. En fait, c'est peut-être beaucoup plus loin que ça. Ce pouvoir de création est malgré tout limité. Les démons ont donc dû trouver un moyen de réguler, d'économiser malgré tout ce pouvoir. Et quand on veut réguler, compter un pouvoir de projection d'images, de sons ou toutes sortes d'informations, on est obligé de passer par la notion de pixels, c'est-à-dire les plus petites unités d'affichage de quelque chose. C'est pour cette raison que le monde qui nous entoure a l'air d'être pixelisé d'ailleurs, comme le pensent certains physiciens quantiques. Mais effectivement, tout se présente sous forme de petites quantités de matière et d'énergie qu'on appelle des quantas. Et certains même pensent que l'espace-temps eux-mêmes sont quantifiés, c'est-à-dire sont littéralement pixelisés. Alors ces quantas, on les doit au physicien Max Planck, au début du XXe siècle. Alors, conclusion de tout ça, la conscience, sans qu'on sache définir vraiment ce que c'est, baigne d'une manière ou d'une autre tout l'univers. Voilà pourquoi maintenant je vais aborder le thème du panpsychisme. Alors, un des précurseurs était un certain Jean Charron, 1920-1998, physicien français formé à Polytechnique, ingénieur des mines, spécialiste de relativité générale et cosmologie, donc pas un imbécile, n'est-ce pas?
Il a travaillé dans le cadre académique classique avant de développer des idées plus spéculatives. En particulier, à partir des années 70, il cherche à intégrer la conscience à la physique. Il n'était ni mystique, naïf, ni gourou New Age, mais il a fini hors du consensus scientifique. Bon, ce qui ne veut pas forcément dire qu'il était mauvais, parce que des fois, même les plus grands découvreurs sont souvent en dehors du consensus scientifique. Alors, l'idée centrale, il a rendu le temps complexe, complexe au sens mathématique, c'est-à-dire les nombres complexes en mathématiques sont des nombres qui ont par exemple des racines négatives, ce qui peut paraître bizarre. Alors, on connaît les nombres réels, et en fait, les nombres complexes, c'est comme si les nombres avaient une dimension supplémentaire orthogonale qu'on appelle l'axe imaginaire. Et en fait, donc cet axe imaginaire, c'est ce qu'il appelle lui la conscience. C'est le siège, ce serait le siège de la conscience, cette partie imaginaire du temps. C'est comme en fait, comme si le temps avait deux dimensions, deux sous-dimensions en quelque sorte. Excusez-moi, j'ai un petit quelque chose dans l'œil qui m'énerve. Voilà, j'espère que ça. Alors, c'est audacieux mais pas absurde mathématiquement, me dit l'IA. Parce que les nombres complexes sont effectivement omniprésents dans la physique quantique et le temps imaginaire a déjà été utilisé dans d'autres théories. Alors il pense que les particules élémentaires en général et en particulier l'électron sont en fait possèdent une mémoire interne. Ce serait des espèces de micro-trous noirs dans lesquels il y aurait en fait où il y aurait comment il appelle ça, une entropie inversée en quelque sorte, une négantropie. C'est-à-dire que dans notre monde actuel, l'entropie fait qu'on va vers de plus en plus de désordre. Quand un système physique est lissé à lui-même, il est plus en désordre après qu'avant. Ben là, à l'intérieur de l'électron, ça serait l'inverse. Il irait vers de plus en plus d'ordre à l'intérieur de l'électron, ce qui permettrait un stockage d'informations et une forme de conscience élémentaire. Voilà son idée de base. Mais enfin, ce n'est pas une conscience au sens habituel qu'on attribue à un être vraiment élaboré. C'est vraiment une conscience très élémentaire. Il aurait une capacité d'auto-mémorisation et d'auto-information. Et en fait, la réunion de tous ces électrons formerait un être conscient comme nous, par exemple. Où toute conscience, en fait, toute chose serait consciente, à différents degrés, bien sûr. Un caillou ne serait pas aussi conscient que nous, bien entendu, mais il aurait quand même une forme élémentaire de conscience, aussi bizarre que ça puisse paraître. Alors, l'espace-temps dans cet électron serait fermé sur lui-même, et en fait, la particule contiendrait son propre passé et futur. Ça rejoint certaines théories, par ailleurs, qui utilisent donc des causalités circulaires, des thèmes de rétrocausalité, c'est-à-dire un retour vers le passé, c'est-à-dire des causalités qui fonctionnent du futur vers le passé, alors que la nôtre fonctionne du passé vers le futur. On retrouve ça chez Wheeler notamment. Alors Dieu, chez Charon, il n'est pas évacué ni dilué, il est identifié en fait à la totalité des consciences élémentaires qui peuplent l'univers. C'est la sommation de toutes les consciences qui peuplent l'univers. Voilà. Alors pourquoi Charon est vraiment précurseur? Parce qu'il utilise des mathématiques réelles, il s'appuie sur la relativité générale, il a un système global assez cohérent qui intègre donc la conscience. Alors, mais sa théorie n'a pas survécu scientifiquement parce qu'en fait, elle ne permet aucune prédiction expérimentale, hélas. Pour être qualifiée de scientifique, une théorie doit être testable, ce qui n'était pas le cas de la sienne. Donc en fait, il a glissé de la science plutôt vers la physique, mais ça reste sérieux, ça reste un pont sérieux entre la physique et les métaphysiques, un précurseur du panpsychisme actuel. Voilà. Un penseur du temps circulaire. Alors, maintenant, je vais vous parler d'un certain Donald Hoffman, qui est un neurologue, chercheur en sciences cognitives. Il propose une thèse radicale qui s'appelle le réalisme conscient. Sa théorie part d'un constat simple mais perturbant.
l'évolution ne nous a pas sélectionnés pour voir la réalité telle qu'elle est, mais juste pour survivre plus efficacement. Dit autrement, le cerveau résume et compresse les données du monde réel juste pour ce qui nous est utile, pour vivre. Voici les piliers de sa démonstration. Hoffman a utilisé des simulations mathématiques basées sur la théorie des jeux pour tester une hypothèse. Est-ce qu'un organisme qui voit la réalité telle qu'elle est a plus de chances de survivre qu'un organisme qui ne voit que des indicateurs de survie, juste ce qu'il faut pour vivre? Résultat de ces simulations, dans presque 100% des cas, l'évolution élimine la vérité au profit de l'utilité. Intéressant, n'est-ce pas? La conclusion, c'est que la perception de l'espace, du temps et des objets n'est pas une fenêtre sur la réalité, mais juste une stratégie de survie. Étrange, hein? Alors, il prenait une analogie suivante, qui est celle de l'écran de l'ordinateur. Quand vous voyez un icône bleu, par exemple, un dossier bleu au centre de l'écran, ça ne signifie pas que le fichier est réellement bleu, rectangulaire ou au milieu de l'ordinateur. En réalité, le fichier est une série complexe de tensions électriques dans des puces de silicium qui vous figurent à l'écran un dossier. En fait, il vous simplifie quelque chose qui est derrière l'écran et qui est beaucoup plus compliqué. L'icône est là pour simplifier en quelque sorte la complexité de ce qu'il y a derrière. L'espace-temps qui nous entourerait, ça serait pareil. Ça serait une espèce d'écran d'ordinateur qui nous simplifierait la vie. Mais l'espace-temps tel qu'on le ressent n'a peut-être pas de réalité. Ce qui nous entoure, d'après lui, ce ne sont que des icônes d'ordinateur. Alors, on a un autre. Donc, non, qu'est-ce que je raconte? Oui, donc l'espace-temps n'est qu'une interface. Alors, qu'est-ce qu'il y a derrière l'écran? Alors, Hoffman propose que la réalité fondamentale est composée d'un vaste réseau d'agents conscients. Alors, une espèce d'équivalent de particules élémentaires dotées de conscience, comme le disait Charon. C'est une sorte de... Alors, mais pour lui, c'est une entité qui est encore plus abstraite. Bon, j'ai eu du mal à comprendre ce que c'était d'ailleurs. Je vous renvoie donc à des vidéos qui parlent de Donald Hoffman. Ces agents conscients, en fait, donc la meilleure comparaison, ce sont des particules élémentaires dotées d'une espèce de conscience très élémentaire. Et quand ces agents interagissent, ils créent des expériences complexes. Ce que nous percevons comme de la matière n'est en fait que la manière dont, en fait, les agents conscients visualisent leurs interactions les uns avec les autres. Alors, pourquoi est-ce révolutionnaire? Cette thèse suggère que la science ne devrait pas chercher l'origine de la conscience dans la matière, mais plutôt chercher comment la matière émerge mathématiquement des interactions entre consciences, y compris l'espace-temps. Hoffman travaille actuellement avec des physiciens pour montrer comment les structures de la physique pourraient émerger de sa théorie des agents conscients. Alors ensuite, on a un certain Federico Fagin, avec qui il a travaillé, physicien, inventeur du premier microprocesseur, l'Intel 4004, a développé une théorie novatrice qui est très proche de la sienne, assez proche en tout cas, et qui remet en question la vision matérialiste classique de l'information. Ses travaux récents, notamment détaillés dans son livre Irreducibili, c'est un Italien, en 2022, proposent que l'univers n'est pas seulement composé de matière et d'énergie, mais qu'il est fondamentalement conscient. Voilà encore une confirmation du panpsychisme. Alors pour lui, la conscience est fondamentale, elle n'émerge pas du cerveau. Au contraire, c'est le cerveau qui vient chercher dans les champs quantiques qui nous entourent, en fait, les informations qui créent ce qu'on appelle la conscience. Et là, le cerveau, dans cette hypothèse-là, n'est qu'une interface qui permet d'interpréter les champs qui nous entourent. C'est un récepteur, en fait, comme un radio téléviseur récepteur des champs quantiques qui nous entourent. La réalité est une poupée russe. Le monde physique que nous voyons n'est qu'une interface symbolique, une sorte de tableau de bord cachant une réalité beaucoup plus profonde, faite de champs quantiques conscients. Voilà. Implication, le cerveau n'est pas la cause de la conscience, mais un instrument qui la met en évidence ou la réceptionne. Un récepteur personnel de la pensée de l'univers.
La matière et les phénomènes physiques sont secondaires par rapport à la conscience. Voilà. Alors, la conscience est donc ontologiquement première. Elle se manifeste par elle-même. Elle est créatrice et capable d'agir dans l'univers. Les consciences individuelles sont des manifestations de la conscience universelle. Cette conscience universelle peut être comparée à ce que la religion appelle Dieu, mais sans personnalité anthropomorphique, ni jugement moral. Voilà. Voilà ce qu'il nous dit Fagin. Alors, maintenant, il dit le vivant, en fait, est conçu en quelque sorte pour exprimer la conscience. Pour Fagin, alors, il a une critique radicale de l'intelligence artificielle, ce Federico Fagin. Pour lui, une intelligence artificielle, aussi complexe soit-elle, n'atteindra jamais la conscience, parce que la conscience, en fait, elle s'appuie sur les champs quantiques, qui, eux, sont grandement très difficiles à observer. Il y a une partie qui nous restera à tout jamais inaccessible dans ces champs quantiques. Donc, la conscience vient chercher de l'information dans ces champs quantiques, ce que ne fera jamais, enfin, en tout cas, pas maintenant, en tout cas, les intelligences artificielles. Les symboles et traitements algorithmiques ne génèrent pas d'expérience pour Fagin. Donc, cette expérience ne peut pas être simulée, elle est personnelle et elle doit être vécue. Voilà pourquoi, pour lui, l'intelligence artificielle n'atteindra jamais la conscience. Alors, encore, là aussi, ses faiblesses, la faiblesse de sa thèse, c'est qu'elle n'est pas vérifiable expérimentalement. Parce qu'elle suppose, en fait, de l'expérience vécue à titre personnel, ce qui n'est évidemment pas testable, vous pourrez bien le comprendre. Évidemment. Alors, formule de synthèse de Fagin, la conscience est fondamentale, intentionnelle et créatrice. Le monde physique et le vivant ne sont que des instruments pour la manifester. Contrairement à Hoffman, là, ce n'est pas une abstraction inerte, la conscience, mais une ontologie centrée sur l'expérience vécue et la valeur de l'expérience, bien qu'elle reste évidemment hors de la portée de l'expérience, de la portée hors de l'expérimentation scientifique. Alors, l'objection courante, qu'on a déjà fait d'ailleurs, la matière semble pourtant bel et bien exister indépendamment de l'observation. Einstein, il aimait à dire « Moi, j'aime à penser que la Lune continue à exister quand je ne l'observe pas. » Alors, quand je me lève la nuit, par exemple, dans le noir, la lampe trop basse dans laquelle je me cogne la tête existe bel et bien. Alors, comment est-ce possible? C'est l'objection la plus naturelle et la plus solide qu'on puisse opposer à Hoffman et Fagin. Elle s'appuie sur l'argument de la permanence des objets. Si la réalité n'est qu'une interface, pourquoi la lampe est-elle toujours là pour nous blesser, même si personne ne la regarde? Alors voici comment Hoffman et Fagin répondent à cet argument. Ils distinguent la réalité et l'interface. Pour les deux, la douleur que vous ressentez est bien réelle, mais la lampe n'est pas la cause ultime, c'est l'icône d'une cause plus profonde. Je prends une analogie avec un jeu vidéo. Si vous jouez en jeu en réalité virtuelle et que vous tombez dans un ravin, vous mourrez dans le jeu, mais vous ne mourrez pas en réalité. En fait, le ravin n'existe pas physiquement. Il représente simplement une règle stricte du programme. L'explication, la lampe est la représentation visuelle d'un réseau d'agents conscients qui interagissent avec nous, en fait. Même si vous ne voyez pas l'icône dans le noir, l'interaction entre votre propre structure d'agents conscients et les autres consciences constitue en fait la réalité qui nous entoure. Donc on se cogne en quelque sorte contre les forces générées par ces autres consciences. Voilà. En fait, la conscience est stabilisée par l'ensemble des consciences humaines. C'est ce que Philippe Guillemont d'ailleurs appelle la confabulation. La réalité qui nous entoure est en fait un consensus de conscience, aussi bizarre que ça puisse paraître. Alors, Hoffman et Fagin s'accordent sur le fait que nous vivons dans une réalité partagée, donc la confabulation. La matière est le langage commun entre les consciences. Si on éteint la lumière, la lampe ne disparaît pas, mais elle est maintenue par interaction globale de toutes les consciences. Cependant, ils affirment que sans aucune conscience pour observer cette lampe, ou y penser, simplement,
eh ben, elle n'a pas de couleur, pas de forme solide, ni même de position précise au sens classique. Elle ne reste que potentialité. Alors j'avais abordé dans une de vidéos l'idée que les endroits oubliés, qui sont d'ailleurs souvent hantés, seraient justement ces endroits où il n'y a plus assez de conscience pour soutenir la réalité. Et donc en fait, ils se dissolvent en quelque sorte. L'espace-temps y est distendu, et presque déchiré en quelque sorte. Parce qu'il n'y a plus assez de conscience pour, je veux dire, tenir cette réalité. Et d'ailleurs, ces lieux-là, je pense qu'ils sont le lieu de l'existence. Il y a beaucoup plus de démons à cet endroit-là parce qu'ils sont là pour, en fait, pour maintenir l'intégrité de la matrice. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y a des phénomènes paranormaux. Alors, pourquoi la lampe fait mal en physique? Alors, en physique classique, la lampe fait mal parce qu'on pense que deux objets solides se touchent. Bon, ça, c'est classique. En physique moderne, on sait que les atomes sont vides presque à 100%. Simplement, c'est une répulsion électromagnétique des champs qui fait qu'on a l'impression que les choses sont solides. Alors la thèse, par contre, de Fagin et Hoffman et tous les chercheurs dans ce domaine, cette force de répulsion est un transfert d'informations symbolique. La douleur est le signal que votre conscience reçoit pour vous indiquer que l'intégrité de votre interface, votre corps, est atteinte en fait par l'interaction avec d'autres consciences. Et c'est cette interaction avec d'autres consciences qu'on sent comme être de la matière qui interagit avec nous. Voilà. Il disait, par exemple, si vous voyez un lion, ne dites pas « Oh, c'est juste une icône ». Car l'évolution a conçu cette icône pour vous avertir d'un danger mortel pour votre interface physique. La lampe dans le noir, c'est pareil. C'est une contrainte de votre environnement. Elle est là au sens où elle représente une interaction réelle avec d'autres consciences. Voilà. Donc pour eux, en fait, se cogner dans le noir prouve que quelque chose existe en dehors de votre esprit individuel, mais ça ne prouve pas que ce quelque chose ressemble réellement à une lampe. Ça prouve simplement que vous interagissez avec d'autres consciences. Voilà. Alors, dans un autre domaine qui rejoint cette affaire-là, dans le domaine de l'interaction des particules élémentaires, jusqu'à maintenant, on étudiait les collisions de particules par ce qu'on appelle des diagrammes de Feynman, du nom du physicien qui les a mis au point. Alors, ces diagrammes de Feynman, ils avaient un gros problème, c'est qu'ils synthétisaient bien ce qui arrivait quand les particules se cognaient, qu'est-ce qui en résultait, mais elles supposaient quand même, après, des milliers de pages de calcul qui finissaient souvent par donner un résultat minuscule, parfois une simple ligne. Donc les physiciens se sont dit, plutôt que de passer par toutes ces pages de calcul pour arriver à se représenter ce qui se passe dans les interactions entre particules, il doit y avoir une méthode beaucoup plus directe. Ils ont inventé, alors il y a deux chercheurs qui s'appellent, alors attendez, je vais vous retrouver le nom, voilà, Nima Arkani Ahmed et Yaroslav Trinka, ils ont inventé ce qu'ils ont appelé l'amplituèdre. C'est une espèce de cristal multidimensionnel qui en fait simplifie ce système de représentation des probabilités de collision des particules. Et du coup, au lieu de se taper des semaines de calcul, comme on le faisait avant avec les diagrammes de Feynman, cet amplituèdre, alors pourquoi il est appelé amplituèdre? Parce qu'en fait, il calcule le volume des amplitudes de probabilité. Bon, je vous passe le détail, c'est la mécanique quantique, c'est de la mécanique quantique, c'est assez compliqué. Mais ce système-là, donc, a permis de condenser en quelques minutes de calcul ce qui prenait avant des semaines, voire des mois de calcul. Alors, ce qui est bizarre dans cette histoire-là, pourquoi c'est révolutionnaire, cette espèce de système multidimensionnel qui s'appelle l'amplituèdre, c'est qu'il semble se passer de l'espace et du temps. Et même en se passant de l'espace et du temps, il donne un résultat tout aussi correct que la méthode précédente, mais en beaucoup plus rapide. Et on s'aperçoit avec ce cristal multidimensionnel qu'en fait l'espace-temps est optionnel. C'est une propriété émergente de la réalité, mais qu'en fait on pourrait s'en passer. Donc en fait l'analogie, c'est imaginer que l'espace-temps soit la surface d'un lac, et puis les rides soient la matière qui nous entoure. En fait, il y a dans le lac, toute la profondeur du lac, c'est une autre dimension qu'on ne voit pas. En fait,
cette amplituèdre, c'est un peu comme ça. Nous, on vit sur la surface du lac, et puis en fait, dans la profondeur, il y a une autre dimension qui existe bel et bien, et qui conditionne pourtant l'existence de la surface du lac. Alors, le lien avec la conscience et la réalité, si l'espace-temps est émergent, comme le pensent donc ces chercheurs, ou une interface, alors en fait, les particules, tout ce qui nous entoure ne se déplace pas dans un espace et dans un temps, il se déplace en fait dans une structure qui contient des dimensions supplémentaires, au-delà de la hauteur, de la largeur, de la profondeur et le temps. Alors, ça expliquerait par exemple ce qu'on appelle le phénomène d'intrication. On s'est aperçu que deux particules qui sont liées à l'origine, quand on les sépare, même de millions d'années-lumière, dès qu'on touche à une particule, ben l'autre, on sait instantanément quelle est sa caractéristique. Par exemple, je vous donne un exemple. Si, par exemple, la particule de droite, elle tourne d'une certaine manière, sens des aiguilles d'une montre, et bien instantanément, on saura que l'autre tourne dans l'autre sens. Alors ça, théoriquement, jusqu'à maintenant, c'est impossible parce que Einstein avait démontré qu'aucune information, aucune interaction ne peut se déplacer plus vite que la lumière. Or là, il semblerait que c'est le cas. Alors cet amplituèdre, ce cristal multidimensionnel, il explique ça de la façon suivante. En fait, grâce à ce truc-là, il dit, mais vous n'avez pas affaire à deux particules séparées. En fait, vous avez affaire à une seule et même chose, mais qui est vue selon deux angles différents. Comme, imaginez, vous avez deux caméras qui filment le même objet, et vous avez deux observateurs qui fixent une caméra. Ils ont l'impression chacun de fixer quelque chose de différent, mais en fait, c'est un seul et même objet. En fait, imaginez donc, imaginez qu'on vive sur une feuille de papier, et puis on met deux doigts dans ces feuilles de papier. Les êtres qui vivraient en deux dimensions, ils verraient apparaître tout à coup un truc qui apparaît en plein milieu. Alors les deux doigts d'une même main, ils se disent tiens, je touche un des doigts, et puis l'autre, il bouge aussitôt, instantanément. Évidemment, ça fait partie de la même main. Là, c'est pareil, les deux particules font en fait partie du même objet, mais qui lui fait partie d'une dimension qu'on ne peut pas voir. Et ça, ce cristal multidimensionnel a permis d'expliquer cette bizarrerie. Voilà, alors, donc en fait, ce système, il semblerait qu'effectivement, grâce à ce cristal multidimensionnel, il expliquerait qu'en fait, il y a bien quelque chose au-delà de l'espace-temps. Alors, qu'est-ce que c'est? Certains chercheurs comme ceux que j'ai cités, je pense que c'est la conscience. Voilà. Voilà ce que je pouvais dire. Alors, après, il y en a d'autres qui voient dans l'univers lui-même une espèce de cerveau géant. Et aussi bizarre que ça paraisse, on s'est aperçu qu'effectivement, à grande échelle, alors celui qui pense ça, par exemple, c'est Vitaly Vanchourine. Il pense que l'univers n'est pas un programme fixe, mais un réseau de neurones géants. Et bizarrement, on s'est aperçu à grande échelle que la structure de l'univers ressemblait à un réseau de neurones. Et oui, aussi bizarre que ça paraisse. Une étude approfondie publiée en 2020 par l'astrophysicien Franco Vazza et le neurochirurgien Alberto Felletti a comparé ces deux systèmes, c'est-à-dire le cerveau et l'univers, et voilà ce qu'ils ont découvert. Similitudes structurelles. L'univers à grande échelle n'est pas uniforme, la matière noire et les galaxies se concentrent le long de filaments s'étendant sur des millions d'années-lumière. Dans le cerveau, on a les neurones, formés par des corps cellulaires reliés par des axones et des dendrites. Dans l'univers, les amas de galaxies forment des nœuds reliés par des filaments de matière. Elles ont exactement, les deux structures ont les deux choses, cerveau et univers, ont la même structure globale. On a des chiffres aussi qui les décrivent qui sont étonnamment proches. Composition, le cerveau est composé environ de 77% d'eau et l'univers est composé de 72% d'énergie noire, ce qu'ils appellent l'énergie noire. Je vous renvoie aux vidéos qui en parlent. Dans les deux cas, il s'agit d'un matériau passif qui entoure les structures actives. Donc dans les deux cas, entre le cerveau et l'univers, on a entre 77 et 72% de quelque chose d'inactif qui entoure ce qui est actif. Ensuite, le cervelet humain contient environ 69 milliards de neurones. Alors, juste le cervelet.
Tout le cerveau, c'est beaucoup plus. Et le réseau cosmique, lui, entre 100 et 200 milliards de galaxies. Donc en fait, on est sur des ordres de grandeur assez proches, très proches. Connectivité aussi, en analysant la densité spectrale, c'est-à-dire la façon dont la matière est distribuée, les chercheurs ont trouvé que la progression de la structure dans un cerveau suit la même courbe que celle de l'univers. Bizarre. Alors, ce qui rejoint donc les travaux de Fagin et Hoffman, si la structure physique est identique, est-ce qu'on peut supposer que la fonction l'est aussi? C'est-à-dire, est-ce que le cerveau univers serait pensant, par exemple? Réseau de neurones, alors si sa fonction est de traiter l'information et de générer de la conscience, alors, certains ont essayé de calculer l'information qui pourrait être stockée dans l'univers. Certains physiciens calculent la capacité de la mémoire de l'univers. Vatsa et Feletti ont estimé que la mémoire du cerveau humain est d'environ 2,5 pétaoctets. Alors pétaoctets, je crois que c'est 10 puissance 15 octets, à vérifier. Tandis que la capacité de stockage nécessaire pour encoder la structure de l'univers observable serait d'environ 4,3 pétaoctets. C'est un peu plus, mais on est dans les ordres de grandeur assez proches finalement. Alors, est-ce que ça signifie que l'univers est pensant? Excellente question à laquelle personne aujourd'hui ne sait répondre. Mais ce qui est quand même très étonnant, c'est que la probabilité que le cerveau et l'univers aient des structures si semblables, elle risque d'être assez mince. Donc je vous laisse libre cours à votre imagination. Alors est-ce que ça serait une preuve que Dieu aurait laissé derrière lui pour dire, ben voyez, j'ai bien créé tout ça, vous voyez, il y a un cerveau à l'échelle de l'univers. Je vous laisse libre cours à votre imagination. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura intéressé. Si c'est le cas, vous mettez les pouces, vous cliquez sur les pouces et surtout laissez-moi de commentaires. J'ai toujours pas de commentaires, c'est dommage, j'aimerais bien avoir des échanges avec vous, même si c'est pour critiquer, hein. Je suis ouvert à toute critique. Voilà, messieurs, dames, je vous souhaite une bonne continuation et à la prochaine. Au revoir.